Donc, merci à toutes et à tous. Une réunion thématique ce soir sur le radon, donc, comme je vous le disais, dans le cadre du contrat local de santé qui a été signé par Gralieu Communauté avec l'ARS le 30 septembre de l'année dernière. Donc, au sein de ce contrat local de santé, nous avons mis en avant le fait de prévenir et de protéger les populations sur des thématiques en lien avec la santé et l'environnement. Cette action de sensibilisation à la problématique radon est une des actions de notre contrat local de santé. Et pour parler de cette thématique ce soir, j'ai avec moi Sophie Grisot de l'ARS et Sabrina Donger du CPIE Lon-Gralieu. Ils vont nous présenter donc ce qu'est le radon et surtout en quoi consiste cette campagne de prévention et de sensibilisation. Donc normalement c'est Madame Pavisa qui est la vice-présidente à la santé sur Gralieu Communauté qui aurait dû introduire cette réunion. Elle vous présente ses excuses, elle va arriver avec un petit peu de retard. Donc c'est pour ça que je me présente. Je m'appelle Christine Cast et je suis la coordinatrice du contrat local de santé de Gralieu. Donc voilà, je vais tout de suite passer la parole à mes deux camarades qui vont vous présenter mieux que moi ce qu'est le radon et en quoi consiste cette campagne de sensibilisation. Merci. Merci. Donc on va partager la présentation avec Madame Donger. Il y aura une partie un peu théorique sur le radon, qu'est-ce que c'est, et puis après on va vous expliquer plus concrètement comment se déroulera la campagne. Et si vous êtes volontaire, à la fin de la réunion, vous pourrez avoir un dosimètre pour mesurer le radon chez vous. Donc quand on parle de radon, on parle de quoi? En fait le radon c'est un des malheureusement multiples polluants de l'air intérieur, donc que ce soit de nos maisons, ou de nos locaux de travail, ou de nos salles de sport, etc. Et pourquoi on parle de la qualité de l'air intérieur? Parce que tout ce temps qu'on est, en fonction de la période de notre vie dans laquelle on va passer entre minimum 70% et maximum 90% de nos journées à l'intérieur de l'eau. En sachant que ceux qui en passent le plus, en général, ce sont soit les personnes très âgées, soit les nourrissons. Donc c'est deux âges de la vie plutôt en général fragiles. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'en préoccupe. D'autre part, contrairement à ce qu'on peut parfois croire, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et ce, majoritairement pour une raison simple, c'est l'effet de confinement, alors que dans l'air ambiant, à l'extérieur, il y a une dilution des polluants de fait. Donc cet air intérieur, il peut avoir des effets sur notre santé, qui sont des effets soit à court terme, donc des irritations des muqueuses. Quand on a des odeurs, par exemple, si je vous prends un exemple assez simple, vous venez de refaire la peinture d'une chambre, par exemple, votre peinture, elle émet une odeur, et cette odeur-là, si elle est trop forte, elle peut vous irriter les muqueuses, notamment nasales. Vous pouvez aussi avoir des allergies, donc si on pense par exemple aux allergènes de chats, de chiens qu'on a chez nous, si on est plus ou moins sensible à ces choses-là, donc c'est des polluants de l'air intérieur comme les nôtres. Donc voilà, ça peut avoir des effets d'allergie, et vous pouvez aussi malheureusement avoir des pathologies à plus long terme, comme des pathologies respiratoires, donc on pense souvent à l'asthme, qui peut être provoqué notamment par les moisissures, des pathologies cardiovasculaires qui sont souvent liées aux pathologies respiratoires, des pathologies neurologiques et malheureusement des cancers. Donc ça peut être comme certains polluants comme le benzène par exemple, ou malheureusement aussi le radon. Et cette qualité de l'air intérieur, elle a un coût pour la société qui a été estimé par l'ANSES, donc qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement, dans une étude qui remonte un peu maintenant, en 2014. Et donc elle a estimé un coût humain de cette pollution intérieure, donc à 20 000 décès par an attribuables, et un coût financier de 19 milliards d'euros par an, en sachant que cette étude s'est basée sur 6 polluants traceurs, dont le tabac. Donc c'est les décès liés au cancer du poumon liés au tabac sont dans ces 20 000 décès. Et ça, pour estimer le coût financier, ils ont pris en compte le coût des médicaments, le coût des journées d'hospitalisation et le coût entraîné par une perte de productivité des salariés qui du coup étant en arrêt ne travaillent pas. Donc voilà, ça donne un indicatif quand même de ce qui se passe. Donc l'air intérieur, il est pollué potentiellement par plusieurs facteurs. Donc tout d'abord, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, si ça ira assez clair. Donc par tous les équipements qu'on a chez nous. Donc un exemple, c'est par exemple l'ameublement. Quand vous achetez des nouveaux meubles, surtout si c'est des meubles en aggloméré, ça va émettre une odeur en fait. Et cette odeur de neuf, on caractérise nous comme du neuf, en fait ça s'appelle des composés organiques volatiles, donc c'est des polluants qui vont être émis dans l'air et qui sont plus ou moins dangereux pour la santé.
Vous pouvez aussi avoir des polluants qui viennent de ventilation, de climatisation mal réglée, tout ce qui est chaudière, cheminée, poêle, qui sont mal entretenus. Notamment, ça concerne le polluant, le monoxyde de carbone, donc qui est dangereux, hein, c'est un gaz mortel là aussi. Donc, du coup, je fais un petit aparté, mais vérifiez bien si vous avez des chaudières à les faire entretenir une fois par an, et si vous avez des cheminées, à les faire ramoner 2 fois par an. Ne serait-ce que pour votre assurance, c'est important. Et puis après, pour votre santé quand même. Vous avez aussi tout ce qui est production d'humidité, donc les machines à laver, les sèche-linges, la cuisson, ça dégage de l'humidité. Le stockage des poubelles aussi, des fois on garde la poubelle un peu longtemps, ça sent. Voilà, donc ça aussi c'est des odeurs qui sont des polluants à l'intérieur. Et vous avez aussi tout ce qui est lié aux activités humaines, donc quand on bricole, quand on fait de la peinture, quand on démarre sa voiture dans son garage par exemple, ça va émettre des polluants. Vous avez tout ce qui est produits de toilette, cosmétiques, donc qui dégagent aussi des odeurs, hein, les parfums. Tout ce qui est produits d'entretien, donc là aussi ça a des odeurs, donc souvent ça sent le citron, mais voilà. Ça aussi c'est polluant. Vous avez tout ce qui est bougies d'intérieur, encens, parfum d'intérieur. Alors je vous dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, parce que si on les utilise c'est parce qu'on a envie que ça sente bon chez nous, donc voilà. Mais après il ne faut pas les utiliser plus de 2 heures en continu. Et bien ventiler après, du coup, pour éviter l'accumulation des polluants. Donc la cuisson aussi, ça dégage de l'humidité. Donc si vous voulez faire des économies d'énergie et éviter l'humidité, n'oubliez pas de mettre des couvercles sur vos casseroles, par exemple. Et puis vous avez le tabagisme aussi, qui est un polluant de l'air intérieur non négligeable. Si les personnes fument à l'intérieur, il faut savoir que les résidus de fumée s'accrochent à tous les tissus, après les rideaux, les canapés, les choses comme ça, et ça va relarguer pendant un temps infini. Donc après ça va être du tabagisme passif en fait. Vous avez ce qui est lié à l'occupation des locaux, donc là on revient aux allergènes d'animaux, donc chat, chien. Vous avez les plantes aussi, des fois on a de la moisissure dans la terre qui entoure nos plantes vertes, donc ça aussi c'est un polluant. Vous avez tous les matériaux de construction, donc là aussi donc c'est tout ce qui est peinture, vernis, colle, tout ça, ça émet des odeurs, hein, donc, qui sont aussi des polluants. Les isolants aussi, certains ont été reconnus comme polluants. Et puis vous avez tout ce qui est revêtement de sol, de murs, plafond. Par exemple, si vous posez un nouveau lino dans une pièce, ce lino c'est du plastique, hein, donc il va émettre aussi des composants qui vont sentir bon, qui vont sentir neuf, mais qui en fait sont des odeurs polluantes. Vous avez l'air extérieur, puisque forcément vous allez aérer chez vous, donc vous avez l'air extérieur qui va arriver. Donc en fonction de la localisation de votre habitation, si par exemple vous habitez à côté du périph', forcément vous allez avoir les polluants ce qui n'est pas le cas forcément à chaque fois. Et donc, dans mon petit encadré en bas à gauche, vous avez ce dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, qui est le radon, donc, qui provient naturellement du sous-sol, et donc qui est un polluant aussi de l'air intérieur. Donc ce radon, c'est un gaz qui est naturel. Il est radioactif, mais il est naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une activité humaine pour le dégager, c'est un gaz qui se dégage naturellement. Il est inodore, incolore, inerte, insipide, donc on ne peut pas le détecter comme ça, comme une odeur de gaz par exemple, sans un appareil spécifique. Vous ne pouvez pas savoir comme ça si vous avez du radon ou pas chez vous. Et donc il est émis naturellement par la décomposition des roches, donc souvent des roches granitiques et volcaniques qui contiennent de l'uranium et du radium. Donc c'est pour ça qu'il est radioactif. Donc ce radon il va être mesuré dans l'air en becquerel par mètre cube, donc c'est l'unité de mesure de la concentration. Alors dans l'air extérieur, il va aussi se libérer par les roches, sauf que là, il va être dilué dans l'air ambiant, alors que dans les milieux fermés, en fonction des caractéristiques des habitations et des pratiques d'aération des occupants, il va pouvoir se concentrer et c'est là qu'il va devenir potentiellement dangereux. Et quand on a fait notre étude en 2014 avec l'Observatoire régional de santé, donc qui ne concernait pas spécifiquement le radon, c'était un polluant parmi d'autres, on a eu comme résultat que 58% des habitants de la région n'en avaient jamais entendu parler. Donc ça nous a aussi incité à faire ces campagnes de prévention pour que les personnes sachent en toute connaissance de cause ce qu'était le radon. Donc ce gaz, il est présent partout, dans le sol, dans l'air, dans l'eau. Dans l'eau parce que vous avez de l'eau qui provient de sources souterraines, donc l'eau elle va être en contact des roches et donc forcément elle va attraper un peu de radon en passant. Ce radon il va avoir des concentrations qui vont être variables. Donc, dans le petit schéma en dessous vous voyez vous avez quelques exemples de concentration. Donc plus vous êtes dans le sol, dans quelque chose de confiné, plus il va y avoir des concentrations importantes. Et on va voir aussi qu'en fonction de la nature des roches et du sous-sol, en fonction de la région dans laquelle on habite, on va pas forcément être concerné pareil. De plus, ce radon il va plus ou moins être émis en fonction de la température extérieure, en fonction des conditions de pression. Donc on ne va pas forcément avoir les mêmes concentrations partout non plus.
Donc dans les bâtiments, le radon il va pénétrer, comme il vient du sous-sol, il va pénétrer par tout ce qui est fissures, points de passage en fait de manière générale, entre le sol et l'habitation ou le local. Donc en fait ça peut être des fissures que vous avez dans le sol, ça peut être des passages de canalisation qui ont mal été étanchés ou bouchés. Voilà, tout ce qui est dans si l'interface en fait entre le sol et le bâtiment n'est pas suffisamment étanche, en fait le radon va en profiter pour passer. Donc après il y a des facteurs favorisants. Donc l'hiver, il va plus souvent avoir tendance à passer parce qu'il est comme nous, il aime bien le chaud, donc il va se diriger vers les températures les plus élevées. Donc il va plus avoir tendance à se dégager dans nos locaux. Ça va dépendre aussi donc, des caractéristiques de votre maison, ça va dépendre de votre système de ventilation, déjà s'il existe ou pas, et puis quel système il y a, et s'il est efficace. Et puis ça dépend aussi du mode de vie de l'occupant de la maison. Donc et souvent le facteur majoritaire, c'est les pratiques d'aération des occupants. Donc si on s'en préoccupe, c'est aussi parce qu'il a un impact sur notre santé. D'abord, c'est la première source d'exposition naturelle à des rayonnements ionisants. Donc c'est le petit encart en marron foncé que vous voyez en bas à droite dans le petit rond. C'est 32% de notre exposition qui est liée au radon. Pour comparaison, vous avez l'exposition médicale, quand on va passer un scanner, une IRM, voilà, qui est en jaune, c'est 35% de notre exposition. Mais ça, c'est une exposition qui est artificielle. Le radon, c'est l'exposition naturelle au rayonnement ionisant. On en parle aussi parce qu'il est cancérigène pulmonaire certain, ça on le sait depuis 1987, c'est le Centre international de recherche sur le cancer qui l'a établi. Donc c'est déjà quand même un peu vieux, on sait déjà depuis longtemps que le radon est dangereux, notamment par des études sur les anciens mineurs d'uranium. On a eu des études assez poussées sur le sujet. Et donc comme il est cancérigène pulmonaire, c'est le second facteur de cancer du poumon après le tabac. Alors en termes de chiffres, on est loin derrière, hein, le tabac est vraiment un polluant majoritaire et un facteur de risque majeur du cancer du poumon. Mais quand même, il y a 3000 cas par an de cancer du poumon attribuables au radon qui ont été comptabilisés en France. Donc c'est une étude de 2017 assez récente hein, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et alors si en plus on fume, alors là le risque est potentialisé par un facteur 20 à 25. Donc voilà, si en plus on fume et en plus on expose au radon, on potentialise le risque d'avoir un cancer du poumon. Donc comment il marche? Donc c'est un gaz radioactif, on l'a vu, donc il va émettre des particules radioactives. Comme c'est un gaz, nous on va le respirer, et donc il va traverser tout notre arbre bronchique, et à chaque fois il va percuter nos cellules. Et là, potentiellement, il va modifier notre ADN, et c'est comme ça que potentiellement derrière on aura des cellules cancéreuses. Donc ce qui a été prouvé par les études aussi, et qui va vous paraître relativement logique, c'est que plus on est exposé longtemps et il y a des concentrations importantes, et plus le risque d'avoir un cancer du poumon est élevé. En revanche, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si vous supprimez votre exposition au radon, le risque va décroître. Donc ça, c'est pas négligeable non plus à savoir, parce qu'on peut déménager dans une région où il n'y a pas de radon, et du coup diminuer son risque d'avoir un cancer. Pour vous donner aussi une idée en comparaison avec les personnes qui fument, en fait, si on respire toute sa vie un air à 3000 becquerels par mètre cube, ce qui est déjà très important, ça équivaut à fumer 20 cigarettes par jour. Donc l'autre jour, on m'a dit que ça correspondait à un paquet de cigarettes. Donc c'est quand même pas négligeable. Et là, on est sur un risque qui est calculé sur vie entière, puisqu'un cancer, en général, ça se développe entre 20 et 30 ans après l'exposition. Donc comme je vous disais, toute la France n'est pas égale en matière d'exposition au risque. Donc vous avez des zones de France qui sont malheureusement plus à risque que d'autres. Donc la Bretagne en fait partie, et quand on dit Bretagne, c'est Bretagne au sens large, hein, parce que vous voyez qu'il y a quand même un grand ouest qui est concerné, puisque ça descend jusqu'aux Deux-Sèvres. Vous avez tout le Massif central, les Vosges, le Jura, un peu les Alpes et les Pyrénées, et puis pas mal la Corse aussi. Donc suite à ça, vous voyez que vous avez des différences de couleurs. Donc vous avez sur une échelle de 3, donc les communes de France sont classées chacune sur une échelle de 1 à 3 en fonction du potentiel d'émission du radon par le sol. Donc vous avez les zones blanches, donc ça c'est là où il y a un potentiel faible, et la rouge où il y a un potentiel élevé. Donc suite à ça, il y a une évolution de la réglementation en France, puisqu'avant on était par département prioritaire, maintenant on est à l'échelle de la commune. Donc il y a eu un abaissement du seuil, donc là le seuil réglementaire qui est fixé selon les règles de l'Organisation mondiale de la santé, il est à 300 becquerels par mètre cube. Pour vous donner un ordre d'idée, tout à l'heure je vous parlais de 3000, 3000 c'est clairement énorme, 300 c'est le seuil en dessous duquel on considère qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Donc il y a eu une prise en compte de l'habitat pour certaines choses, mais il n'y a pas d'obligation de faire des mesures chez soi. Donc c'est pour ça que ce soir vous êtes là sur la base du volontariat, on ne vous obligera pas à faire quoi que ce soit sur vos maisons. Et par contre, il y a eu une réglementation renforcée sur les établissements recevant du public.
Donc certains types d'établissements, il y a tout ce qui est établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements pour personnes handicapées, les établissements pour les enfants, tout ce qui est les écoles du primaire jusqu'au lycée, et les établissements d'accueil du jeune enfant, les prisons, enfin établissements pénitentiaires au sens large, et les établissements thermaux. Voilà, tous ces types d'établissements sont concernés par des obligations de mesure s'ils sont dans les communes en zone 3, donc à fort potentiel d'émission de radon. Donc si on fait un zoom sur les pays de la Loire, vous voyez que la région est quand même pas mal concernée depuis qu'ils ont reclassé toutes les communes, puisqu'avant cette nouvelle réglementation, il faut savoir qu'aucun département de la région n'était prioritaire et donc concerné par une obligation quelconque de mesure. Donc là, c'est pas le même. On voit bien que, donc, en termes de pourcentage, ça fait 53% des communes de la région qui sont concernées par un potentiel radon élevé. Et si on zoome sur la Loire-Atlantique, donc là, j'y reviendrai après, ça va trop vite. Là, voilà. Donc si on est sur la Loire-Atlantique, là on est sur 87% de nos communes qui sont concernées. Donc on n'est pas, c'est quand même pas rien. Et si on fait un zoom sur Grandlieu Communauté, donc on voit que toutes les communes sont concernées en zone 3, sauf la Chevrolière, Généton et Saint-Colomban, qui sont en potentiel faible. Alors ne me demandez pas pourquoi, il y a toujours des trous dans le vidéo, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a moins de... Il n'y a pas de faille, alors que sur les autres, il y a une faille géologique. Mais en tout cas, voilà comment sont classées les communes de Grandlieu Communauté en ce moment. Donc pour les logements, il n'y a pas d'obligation réglementaire de faire des mesures. En revanche, il y a quelques nouvelles dispositions. Donc quand vous achetez une maison, que vous prenez un bail de location, donc que vous soyez l'acheteur, le vendeur, le bailleur, le locataire, vous allez avoir une fiche d'information à remplir avec le potentiel radon. Donc sur le bail et sur l'acte de vente, vous aurez une mention du potentiel radon de la commune dans laquelle est situé le bien. Donc vous aurez juste une petite case avec marqué 1, 2 ou 3 en fonction du potentiel de la commune. Et uniquement sur les communes qui sont en zone 2 et 3, cette information sur le potentiel radon est inclue dans les dossiers concernant les risques majeurs qui sont consultables en mairie, au même titre que le risque inondation, le risque sismique, etc. Donc le radon, pour être plus spécifiquement, il va pénétrer dans vos logements, dans nos logements, par donc, tous les interfaces possibles entre le sol et le bâtiment. Donc vous allez avoir la porosité des matériaux qui va compter, la porosité des murs, tout ce qui est fissure, tout ce qui est joints non étanches, la qualité du sol, les canalisations, etc., etc. Et il va pénétrer vraiment, comme c'est un gaz, il est très très volatile, il va pénétrer vraiment par tous les moyens qu'il a à sa disposition. Donc vous êtes concerné si vous habitez en maison individuelle, puisque de toute façon on va considérer que vous avez des pièces de vie qui sont en contact avec le sol, sauf si vous avez des maisons à la nantaise, mais là encore on pourra en discuter, et aussi si vous habitez en rez-de-chaussée d'immeuble. Parce que le radon, il va se passer du sol au bâtiment, donc c'est les pièces les plus basses qui vont être concernées, il n'y aura pas de conduction jusqu'au... Si vous habitez au 3e étage d'un immeuble, vous êtes sûr que vous n'aurez rien. En revanche, dans une maison individuelle, des fois si vous avez des récupérateurs de chaleur ou des choses comme ça, on peut imaginer que le radon monte un peu à l'étage, mais les pièces les plus concernées, ce seront les pièces qui seront au rez-de-chaussée ou en sous-sol, si vous avez des pièces de vie qui sont en sous-sol ou en rez-de-jardin. Je passe la parole à ma collègue. Bonsoir à tous, je vais commencer par me présenter. Donc Sabrina Donger, je suis chargée de mission environnement au CPIE Logné-Grandlieu. CPIE, ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Et c'est un label qu'on donne aux associations qui travaillent sur 2 thématiques différentes. Tout d'abord, qui interviennent auprès des scolaires et du grand public pour des animations, pour de la sensibilisation sur l'environnement. Et également qui accompagnent les territoires, donc les collectivités, les associations, les entreprises, dans des projets de développement durable. Donc là encore sur des thématiques environnementales qui sont très larges. La biodiversité, l'énergie, l'alimentation, les déchets, la santé-environnement, donc la thématique qui nous intéresse ce soir. Il y a 80 associations qui sont labellisées CPIE en France, il y en a 7 en Pays de la Loire, dont 3 en Loire-Atlantique. Et donc nous, on est basé à Corpouet-sur-Logne, on intervient sur un territoire assez large qui couvre le sud Loire et le nord Vendée. On s'intéresse à la qualité de l'air intérieur depuis plusieurs années maintenant, et en particulier au radon depuis 2020, avec une première campagne de sensibilisation qu'on a conduite sur le territoire de Sud-Ré-Atlantique. Et suite à ça, Grandlieu Communauté nous a sollicité pour les accompagner donc, à la mise en place de la campagne de sensibilisation sur leur territoire dans le cadre de leur contrat local de santé.
Donc cette campagne, elle est financée par l'ARS, par l'ASN et l'ADREAL dans le cadre du PRSE, Plan Régional Santé Environnement, et elle est aussi financée par Grandlieu Communauté. Elle a 3 objectifs. Le premier, c'est de communiquer sur le radon, de mieux faire connaître ce gaz. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir grâce à l'intervention de l'ARS. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux citoyens volontaires de pouvoir évaluer leur exposition, donc à travers la mise en place d'un dosimètre dans les maisons, et donc de pouvoir agir en conséquence en fonction de la concentration de radon mesurée dans chaque habitation. Et enfin, de mieux comprendre le lien entre les territoires, les bâtis et les concentrations en radon. Et ça se fait à travers un questionnaire qui sera distribué en même temps que les dosimètres. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Cette campagne, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Première étape, donc, ce qu'on fait ce soir, c'est la réunion publique. Il y en a eu une également la semaine dernière à la Limousinière. Et à l'issue de cette réunion publique, on distribue donc les dosimètres. Ensuite, de décembre à février, les dosimètres seront installés dans chaque habitation. Ils seront laissés en place pendant 2 mois consécutifs. Et en parallèle, il y aura donc le questionnaire habitation à compléter. Donc c'est un questionnaire qui va donner des informations sur le type de bâtiment, si c'est en pierre, le type de chauffage, quelle méthode d'aération il y a dans les habitations, etc. Et c'est un questionnaire anonyme. Ensuite, le 15 mars, il y aura un retour des dosimètres à renvoyer au CPIE. Donc je vous ferai un mail de rappel pour que vous puissiez nous le retourner. Et en même temps renvoyer les questionnaires. Les dosimètres seront ensuite envoyés en laboratoire pour analyse, donc le laboratoire Dosirad. Et les questionnaires seront complétés par le CPIE en ligne et analysés par le CSTB, le Centre Scientifique Technique du Bâtiment, donc pour faire ressortir des analyses statistiques pour mieux comprendre le lien entre le radon et les bâtiments. En juin 2023, il y aura donc un retour des résultats auprès du CPIE par le laboratoire Algad. Et ces résultats seront ensuite renvoyés par courrier à chaque participant de la campagne. Vous les recevrez d'ici fin juin, l'année prochaine. Et puis on organisera à l'issue de cette transmission des résultats une réunion de restitution où on présentera les bilans globaux de cette campagne, donc le pourcentage d'habitations qui sont en dessous des 300 becquerels ou en dessus notamment, et puis toutes les actions à mettre en place chez soi, soit des actions très simples, soit des actions un peu plus poussées, des travaux à faire pour réduire les concentrations de radon. Et pour les habitations qui auront des concentrations vraiment trop élevées, c'est-à-dire supérieures à 1000 becquerels par mètre cube, il y aura un accompagnement possible à domicile, gratuit, des habitations concernées. Ce qui est à savoir, c'est que ces concentrations de 1000 becquerels sur le territoire, pour vous donner un ordre d'idée, sur le territoire sud-atlantique, donc qui est quand même pas très loin d'ici, on n'en avait pas. Sur la campagne, on avait distribué 110 dosimètres, on n'a pas eu de résultats supérieurs à 1000 becquerels, et on en a même eu très peu au-dessus des 300 becquerels. Voilà. Donc le contenu des kits qu'on va remettre ce soir, vous aurez une pochette cartonnée avec à l'intérieur des informations à remplir, code postal, commune où vous habitez, la date de pose du dosimètre, c'est très important, ainsi que la date de dépose pour pouvoir évaluer la durée à laquelle vous avez, enfin, pendant combien de temps vous avez laissé les dosimètres chez vous, exactement. Il faut les laisser au minimum 2 mois. Et puis le lieu, alors c'est pas la commune où vous habitez, mais c'est le type de pièce où vous l'avez installé. Salle de bain, chambre, vous verrez dans le mode d'emploi, je vous invite vraiment à lire, il y a des petits codes associés à chaque pièce de la maison, donc vous aurez juste le petit code à reporter. Vous avez le questionnaire donc sur votre habitation, donc je le répète, il est anonyme, toutes les données resteront confidentielles. Et donc c'est un questionnaire recto verso. Vous avez une enveloppe préaffranchie avec l'adresse du CPIE. Donc vous aurez juste à glisser votre dosimètre accompagné de la petite pochette et votre questionnaire. Et puis vous avez le dosimètre. Donc c'est un petit boîtier en plastique à usage unique. Il suffit de l'ouvrir. Vous allez avoir un petit enclenchement. Vous allez
Voilà, il n'y a pas besoin de pousser plus loin que ça. Hein. Là, ça suffit. La mesure va se prendre. Il y a un petit film plastique dessus là. Il ne faut pas l'enlever. Vous le laissez bien. Et puis vous avez aussi des petites lignes là. C'est pour indiquer la date de pose et la date de dépose, comme ce que vous allez mettre sur la pochette cartonnée. Et là encore, vous retrouvez les chiffres de 1 à 10. C'est pour indiquer la pièce dans laquelle vous l'avez mis. Donc il suffira de faire une croix sur le chiffre concerné. Oui, ce qui est important aussi, c'est de surtout pas modifier vos habitudes de ventilation. Si habituellement vous aérez pas votre maison, ne changez rien pour la campagne. Ça permet vraiment de se rendre compte comment ça se passe chez vous, quelle concentration il y a avec vos habitudes de ventilation. Et comment installer votre dosimètre? Donc il faut l'installer sur un meuble hors de contact, si possible entre 1 mètre et 2 mètres de haut, à un endroit où il ne soit pas accessible par les animaux, par les enfants, etc., pour qu'il ne soit pas fermé involontairement. Évitez les pièces d'eau, donc salle de bain, cuisine, parce qu'il peut y avoir des projections d'eau ou de graisse qui vont fausser les résultats. Évitez aussi les sources de chaleur, donc à proximité d'un poêle ou derrière une baie vitrée. Et privilégiez les pièces de vie au rez-de-chaussée, puisque, comme Sophie vous l'a dit tout à l'heure, c'est là où il va y avoir le plus de concentration. Donc là où vous êtes le plus souvent et qu'il soit le plus bas possible dans la maison. Donc, salon, salle à manger, bureau, chambre, il y a le choix. Et puis je le redis, hein, mais la notice, n'hésitez pas vraiment à la consulter, vous aurez toutes ces informations-là et un petit peu plus... voilà. Pensez à bien noter surtout la date de pose et dépose. Et si vous avez des questions, soit par rapport au radon, à la présentation de Sophie Guizot, soit par rapport à la campagne et aux modalités de pause, c'est le moment, n'hésitez pas. Je pense que vous aurez toutes les informations, mais en tout cas, vous avez aussi donc Sabrina Donger, vous avez mon adresse mail et le numéro du CPIE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ah oui, j'ai pas... C'était qui? La personne qui avait une question? C'est pour que tout le monde puisse vous entendre. Les personnes qui habitent Nantes, est-ce qu'elles peuvent faire l'essai avec le dosimètre? Alors oui, mais pas avec nous. En fait, il faut contacter la ville de Nantes, qui fait tous les ans une campagne sur certains quartiers de la ville. Et vous pouvez contacter Allo Nantes. Il y a un numéro de téléphone. Vous contactez. Au pire, vous revenez me voir après la fin de la réunion. Je vous donnerai le nom du référent à la ville de Nantes qui pourra vous donner un dosimètre. Ou vous dire où en récupérer en tout cas. Puis j'ai pas précisé une information importante, hein, les dosimètres seront distribués aux personnes qui résident sur les 6 communes qui sont classées en catégorie 3. Donc toutes les communes du territoire, sauf Saint-Colomban, Généton et la Chevrolière. Il n'y a pas la possibilité d'installer le dosimètre si on quitte son domicile pendant 2 mois avant que la maison va rester fermée. Si, tout à fait. Si vous quittez la maison pendant 2 mois, il vaut mieux pas l'installer, ça va fausser les résultats. Même pendant les vacances de Noël, si vous n'êtes pas absent pendant 15 jours, il vaut peut-être mieux attendre début janvier pour le poser, parce que vous avez jusqu'au 15 mars pour le poser. Après, on va rentrer, faut la poser pendant la période hivernale. Donc, on va dire jusqu'au 15 mars, c'est la date limite où vous devez nous le renvoyer. Donc, ça veut dire que vous avez jusqu'au 15 janvier pour le mettre en place chez vous. En gros. Si vous savez que pendant 2 semaines, vous n'allez pas utiliser votre habitation, il vaut mieux attendre début janvier dans ces cas-là. En quoi cela intervient-il dans la mesure où c'est un gaz qui sort de terre, et qu'on soit là ou pas là, et que l'appareil soit là, en quoi cela joue-t-il? C'est une curiosité. Et deuxième chose, j'en profite, parce que les lieux, la chambre, la salle à manger, etc., comment faisons-nous le choix du lieu? Est-ce qu'il y a une question de fréquentation du lieu, de durée dans le lieu?
Et dans ce cas-là, ça rejoint la première question, en quoi les personnes présentes ou pas présentes dans le lieu ça intervient dans le choix du placement du dosimètre. En fait, si vous n'êtes pas là dans votre habitation, vous n'allez pas chauffer votre maison de la même façon que si vous êtes là, et vous n'allez pas non plus l'aérer de la même manière. Et donc tout ça, ça peut entraîner des différences de concentration de radon par rapport à quand vous utilisez votre habitation. Et par rapport au choix des pièces, c'est des pièces que vous fréquentez plus souvent et qui sont au rez-de-chaussée, donc c'est pour ça qu'on conseille souvent les chambres, salons, salle à manger, où en plus on sait qu'il n'y a pas d'eau et pas de graisse qui peuvent venir biaiser les résultats. Du coup, pour compléter, effectivement, pour les pièces, en fait, tout ce qu'on vous dit là, on se base aussi sur la norme qui est obligatoire pour les établissements recevant du public. Et du coup, pour ces établissements-là, on leur dit qu'il faut que ce soit une pièce qui soit fréquentée 1 à 2 heures par jour, minimum. Donc pour votre choix de pièce, c'est pareil en fait. Il faut que ce soit une pièce dans laquelle vous êtes, on va dire, un minima 2 heures par jour. Donc c'est pour ça que les chambres, en général, sont les pièces privilégiées, ou le salon, pièce de vie de manière générale. Mais il faut que ce soit la pièce qui soit au niveau le plus bas possible, et que ce soit une pièce de vie dans laquelle vous passez 2 heures par jour en fait. Voilà. Oui, moi j'ai une petite question supplémentaire. À l'issue de ce test, est-ce qu'on recevra en fait une conduite entre guillemets à tenir pour pouvoir abaisser le taux de radon à l'intérieur de l'habitation si on a? Oui, donc en juin, normalement juin, voire septembre l'année prochaine, il y aura une réunion de restitution des résultats. Et à cette occasion, il y aura l'association Alizé qui sera présente pour présenter toutes les mesures de remédiation à mettre en place chez soi pour faire baisser ce taux. Donc ça peut aller de la simple ventilation à des travaux pour reboucher les fissures, ou voilà. Ce sera présenté à ce moment-là. Moi je voulais savoir si la hauteur des plafonds est importante pour le choix de la pièce. Si c'est 2,50 m normal ou 3-4 mètres, est-ce que ça a une influence? Le gaz monte, j'imagine. Dans la mesure où l'appareil est posé sur une hauteur qui est entre 1 mètre et 2 mètres du sol, après que ce soit une pièce avec un salon cathédral, comme on dit, ou que ce soit une pièce avec 2,50 m classique, ça n'a pas trop d'importance. C'est un gaz qui est léger, qui reste au sol, ou qui a tendance à monter? C'est un gaz lourd, en fait, il est à peu près 8 fois plus lourd que l'air, donc il va avoir tendance à stagner dans le bas des pièces. C'est aussi pour ça qu'on se focalise sur les établissements d'accueil du jeune enfant, parce que comme c'est des enfants qui sont souvent à 4 pattes, ils sont d'autant plus à risque que ça. Donc c'est pour ça que dans vos maisons, certes, il va se diffuser de par le sol, mais il va rester à des niveaux très bas, et c'est pour ça qu'il ne va pas non plus aller se propager dans les étages de la maison, ou dans les étages des immeubles. Donc dans une chambre, la logique voudrait que ce soit à la hauteur du lit. Oui, par exemple, oui. Parce que de toute façon, c'est la hauteur à laquelle vous allez respirer l'air toute la nuit. Donc oui, c'est assez logique. Vous pouvez le mettre sur une table de chevet. Donc c'est un petit peu moins d'1 mètre là. Oui, mais comme c'est la hauteur à laquelle vous respirez pendant 8 heures par nuit, on va considérer que c'est bon quand même. Ok, merci. Pas d'autres questions? A-t-on remarqué qu'il y avait des matières particulièrement, qui se concentraient dans ce gaz et d'autres qui évitaient la concentration? Je pense à la terre, par exemple, aux briques, terre crue ou briques. Alors la seule chose dont on est sûr, et qui fait partie donc de la première étude statistique dont a parlé Mme Bonger, qui est faite à partir du questionnaire, c'est que les émissions de radon sont plus fortes avec le granit. Donc si vous avez des maisons en granit, forcément, vous aurez plus de risques d'avoir du radon chez vous. Après, si elle est en brique ou en béton, là, moi j'ai pas de recul là-dessus, j'ai pas connaissance de quoi que ce soit. Les maisons qui avaient
Est-ce que je me trompe ou pas en fait? Alors oui et non. Effectivement, les maisons les plus à risque, c'est celles qui sont sur dallage ou sur terre battue, sur terre plate. Les maisons qui ont un vide sanitaire, alors tout dépend. Elles sont moins à risque si le vide sanitaire est ventilé, puisque du coup le radon va se diffuser dans le vide sanitaire et si c'est ventilé, il va être évacué vers l'extérieur avant que le radon pénètre dans l'habitation. Si le vide sanitaire n'est pas ventilé, en gros, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, pour le radon en tout cas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous invite, tous ceux qui le souhaitent, venir ici pour récupérer un dossier.